le vin. Un produit du terroir qui peut se vendre aussi cher qu'une œuvre d'art. Direction un célèbre palace parisien, le Crillon. Ce jour-là, l'hôtel vend une partie de sa cave aux enchères. Des Bordeaux et des Bourgognes dont les prix peuvent atteindre des sommets selon la renommée de leur terroir et leur année de production. Certains acheteurs les considèrent comme un placement financier. Mais toutes ces bouteilles, aussi prestigieuses soient-elles, n'ont qu'un seul certificat d'authenticité, leur étiquette. Et ça, les faussaires l'ont bien compris. En Bourgogne, un vigneron a ainsi été victime d'une incroyable escroquerie. Laurent Ponceau n'est pas un simple viticulteur. C'est l'un des principaux producteurs de grands crus très réputés dans la région. Alors nous sommes dans le Clos des Monts-Luisans, la première parcelle achetée par notre ancêtre William Ponceau en 1872. Ici, chaque parcelle correspond à un grand cru. Donc nous avons ici la chance de voir, d'avoir une vision sur l'Atrissière Chambertin, Charmes Chambertin, un peu plus loin les Chambertins eux-mêmes, les Clos de la Roche, les Clos Saint-Denis, et on a les Bonnes-Mares et les Musigny de Chambolle, donc vraiment en plein milieu du terroir. Ces noms ne vous disent peut-être rien, mais ce sont des appellations très prestigieuses. Le vigneron produit 11 grands crus sur les 33 qui existent en Bourgogne. Toutes ces bouteilles sont placées sous haute surveillance, à 11 mètres sous terre. On va aller dans le coffre au trésor, là où il y a toutes les bouteilles. Sécurisées avec alarme, vidéo, une clé unique. Ici, chaque gorgée de vin vaut de l'or. Les bouteilles se vendent entre 100 et 2000 € l'unité. Seuls 50 000 flacons sont produits chaque année. Une cave estimée à plus de 10 millions d'euros. On va aller voir les petits trésors qui sont bien cachés, hein. Un peu plus loin, des vieilles bouteilles dont les prix peuvent atteindre des sommets. Voilà, c'est ici que nous conservons les plus vieux flacons. Donc voilà, ça c'est un Clos de la Roche 1959. Une très grande année, aussi très prisée par les connaisseurs. Une bouteille comme ça vaut facilement entre 6 et 10 000 $. Jusqu'à 7 000 € pour cette bouteille. Et beaucoup plus cher pour les millésimes rares. Certaines années sont pratiquement introuvables. Une bouteille de Clos de la Roche 49, ça peut se vendre jusqu'à 20 000 € pièce. Alors si c'est un magnum, c'est 50 000. Ce sont ces vieilles bouteilles au prix étourdissant qui ont attiré la convoitise d'un faussaire. Tout commence en 2008, quand Laurent Ponceau découvre qu'une vente aux enchères à New York propose un grand nombre de bouteilles censées venir de son domaine. Parmi eux, des Clos Saint-Denis, cuvée 1959. Problème, à l'époque, cette appellation n'existait pas. Heureusement que j'étais assis parce que mon sang n'a fait qu'un tour. Nous avons commencé à produire du Clos Saint-Denis en 1982. Donc il n'y a absolument aucune possibilité que des bouteilles de Clos Saint-Denis antérieures existent. Donc j'ai tout de suite compris que j'étais en présence de fausses bouteilles. Le propriétaire de ces bouteilles, c'est Rudy Kurniawan, un jeune millionnaire indonésien qui vit aux États-Unis. C'est un collectionneur de vins reconnu qui revend parfois ses bouteilles aux plus grands amateurs. Un homme au passé mystérieux. Personne ne connaît vraiment son histoire, ni l'origine de son argent. Laurent Ponceau veut savoir qui est à l'origine de la fraude. Il se rend à New York pour questionner le collectionneur sur ses vins. Mais Rudy Kurniawan est incapable de lui répondre. Autant de vieux vins du domaine Ponceau, aussi rares, on sait d'où ils viennent. On ne peut pas ignorer. Peut-être qu'il achète des milliers de vins, des milliers de bouteilles, mais on ne peut pas ignorer ça.
Donc là, j'ai compris qu'il y avait quand même un problème. Et c'est là où j'ai eu le déclic, où j'ai décidé de partir en croisade. Laurent Ponceau a compris que l'homme est un escroc. Pendant 2 ans, il mène son enquête et collabore avec le FBI qui avait déjà Rudy Kurniawan dans le collimateur. Une descente a lieu dans l'appartement du jeune homme. Et là, les enquêteurs découvrent un étonnant laboratoire. Les pièces sont remplies de bouteilles de vin, de faux grands crus, mais aussi des authentiques qui servent de modèle aux faussaires. La technique de Rudy était artisanale, mais très efficace. Il récupérait des bouteilles vides de grands crus, il en décollait les étiquettes et les recollait sur des bouteilles pleines, remplies de vins anciens, mais beaucoup moins chers. On estime que l'escroc a inondé le marché de faux vins pendant plus de 10 ans. En 2006, ses ventes lui auraient rapporté entre 20 et 36 millions de dollars. Pour Laurent Ponceau, cet appartement n'était que la partie émergée de ce business. Vous imaginez que pour faire entre 20 et 35 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel, vous allez pouvoir bricoler dans votre cuisine quelques bouteilles. J'admets qu'elles valent parfois 10, 12 ou 20 000 dollars la bouteille, mais 36 millions de dollars en 2006, c'est pas possible. Il y avait forcément un autre endroit où on fabriquait des fausses bouteilles. Je dis fabriquer, là c'était un peu artisanal. Mais ce n'est pas possible. Si on réfléchit aux sommes mises en jeu, il y avait forcément un autre endroit et il n'était pas tout seul. Pour moi, c'est évident qu'il avait des complices. Donc vous diriez que ça se compte en centaines de milliers de bouteilles ou... En dizaines de milliers de bouteilles, oui. Par an. Par an. Donc au total, sur les entre 10 et 15 ans où il a sévi, oui, ça fait plusieurs centaines de milliers de bouteilles. Ça, c'est évident. Le faussaire est en prison à New York depuis 1 an. Son procès aura lieu le 9 décembre. Un événement historique, c'est la première fois qu'une personne sera jugée pour contrefaçon de vin aux États-Unis. Il encourt une peine de 20 ans de prison. Depuis cette affaire, Laurent Ponceau se rend régulièrement de l'autre côté de l'Atlantique. Il poursuit son enquête et continue à aider le FBI. À New York, il visite régulièrement les caves des collectionneurs à la recherche de faux millésimes. Ce jour-là, le vigneron nous emmène dans le New Jersey, à 50 km de New York, chez un homme d'affaires millionnaire qui possède l'une des plus grandes collections de vins de Bourgogne aux États-Unis. Il a accepté de nous recevoir à condition de ne pas filmer sa maison, pour d'évidentes raisons de sécurité, mais aussi parce que les faux vins sont un sujet tabou dans ce milieu très fermé. Bienvenue dans notre cave. We go down directly, hein? Louis? Au sous-sol, une collection unique, estimée à plusieurs millions de dollars, qui rassemble les plus grands domaines de Bourgogne. Des Romanée Conti, des Montrachet et bien sûr, des vins du domaine Ponceau. Aïe, extraordinaire. Une vraie, un vin mythique. Des bouteilles comme celle-ci, il n'en reste plus qu'une trentaine dans le monde. Un peu plus loin, Laurent Ponceau repère des flacons douteux. Je pense que ces deux bouteilles sont suspectes, je dirais, voilà. Et celle-ci, par exemple, à mon avis, n'est pas authentique. Mais bon, moi, dans une vente, je n'achèterais pas ça. Et de l'autre côté, un vin de son domaine, lui aussi suspect. C'est faux. Ça, c'est l'archétype de la fausse bouteille, avec une étiquette qui date des années 60, un écusson qui dit 49. C'est probablement une bouteille plus récente, avec du vrai vin de Bourgogne dedans, mais ça, c'est une bouteille qui vaut probablement dans les 15 000 dollars à l'époque où il l'a acheté, et qui vaut aujourd'hui peut-être 20 000 dollars, et qui est malheureusement fausse. Cette bouteille, achetée 15 000 dollars, ne vaut donc plus rien aujourd'hui. Elle aurait été contrefaite par Rudy Kurniawan.
Alors, les collectionneurs prennent leurs précautions. À New York, désormais, les acheteurs font appel à des consultants en vin chargés de vérifier l'authenticité des bouteilles. C'est le métier de David Beckwith. En 4 ans, il est devenu un expert en étiquette. Avant d'acheter la moindre bouteille de vin pour ses clients, David mène son enquête. Il a accepté de nous montrer quelques spécimens de bouteilles contrefaites. Sur cette table, à côté de chaque bouteille authentique, une copie. Nous avons ici une bouteille de Latache 1934 et elle pose problème. Si on compare les étiquettes de ces 2 bouteilles, on voit des différences très claires. Il y a des différences dans la texture du papier. Ça n'est pas la même. Et l'impression fait penser à une photocopie. Les lignes ne sont pas harmonieuses. Ça a bavé. À droite, l'étiquette de la fausse bouteille paraît bien trop récente pour un millésime des années 30. Et l'année n'est pas écrite de la même manière sur les 2 bouteilles. Pour cet exemple, je suis presque sûr que cette bouteille est fausse. Je ne conseillerais à personne d'acheter ce vin-là. Parmi toutes ces bouteilles, voici sans doute la contrefaçon la plus difficile à déceler. 2 bouteilles de Bordeaux a priori identiques. Toutes les 2 sont de 1961. Pourtant, l'une des 2 est fausse. Les caractères et le style sont assez précis. C'est très très proche. Même la texture de l'étiquette est semblable. Le papier a le même grain. Mais le vrai indice, il est sur le dessin. Le château n'est pas représenté avec la même clarté, la même précision. En regardant de plus près le dessin de la fausse bouteille à droite, les nuages sont moins présents. Et le château est plus flou que sur la bouteille de gauche, l'authentique. Depuis l'affaire Rudy Kurniawan, le doute s'est installé dans le business du vin aux États-Unis. Avant, les maisons de vente aux enchères, les négociants, disaient « On n'est pas totalement sûr que c'est un vrai vin, mais on laissera le marché décider. » Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. On doit savoir d'où vient le vin, ça doit avoir l'air correct, et si ça ne l'est pas, ça ne devrait pas être vendu. Mais aujourd'hui, personne ne sait exactement combien de fausses bouteilles circulent encore sur ce marché très confidentiel. Le procès de Rudy Kurniawan permettra peut-être de répondre à cette question. Laurent Ponceau y assistera en tant que témoin principal. Je vais aller jusqu'au bout de cette affaire et jusqu'à la dernière seconde parce qu'il faut absolument que tous ces gens à qui le crime profite, comme on dit, soient mis sous les verrous. Donc j'irai jusqu'au bout.